Bien, bonjour à toutes et à tous. Certains vont encore nous rejoindre, mais on va démarrer. On va déjà démarrer. Je suis très heureux de pouvoir pratiquement commencer à aborder la fin de cette journée des chemins d'innovation avec cette table ronde sur l'innovation et le secteur public. Puisqu'en fin de compte, le rêve de beaucoup d'entrepreneurs, c'est d'essayer de vendre au secteur public dans sa globalité, les ministères, les collectivités locales, les établissements publics, euh, parce qu'il y a un volume potentiel qui est énorme, et puis parce qu'on se sent un peu chez soi. Lorsqu'on a été entrepreneur, qu'on a profité du crédit impôt recherche, qui est du financement public, qu'on a des idées, qu'on vient de l'école, qui est une instance publique, naturellement, on pense qu'on doit se diriger vers le secteur public pour obtenir ses premières références, pour pouvoir ensuite, pense-t-on, à juste titre ou pas d'ailleurs, aller vers le privé, ou pour pouvoir ensuite aller à l'international. Finalement, c'est compliqué. Ça n'est pas simple. Il y a tout un tas d'environnements qui jalonnent l'accompagnement d'un contrat entre le moment où on va démarrer sur découvrir un besoin jusqu'à délivrer une solution et puis aussi se faire payer ce à quoi on a droit. Et c'est pas toujours très simple. Voilà, donc le but de cette table ronde, finalement, c'est de lever un petit peu ces sujets-là, et puis de bien comprendre ce qui se passe en ce moment. Il y a beaucoup d'actions qui ont été entamées au niveau du gouvernement, de l'administration, de la modernisation. C'est un sujet qui est très marquant, on en parle tous les jours. Ça nous concerne, ça concerne le numérique, ça concerne la transformation de pas mal de services. Voilà. Donc ça passe par de la technologie, ça passe par des solutions innovantes. Il y a également cette volonté qui a été affichée par le président de la République et qui a fait l'objet d'un texte sur les 2% de fléchage de l'achat public vers des solutions innovantes, qui est finalement une espèce de copier-coller de ce qui se passe dans des pays comme les États-Unis, mais je pourrais vous dire aussi le Japon, la Corée, le Canada, Israël, bizarrement tous les pays très innovants, où on a organisé de manière structurée, réglementaire, et en mesurant par des indicateurs très précis, la part d'achat public que réalisaient donc les organisations publiques du pays vers les PME innovantes. Ça s'appelle le Small Business Act aux États-Unis. Alors, le SBS, c'est quelque chose d'assez général, mais il a son petit frère qui s'appelle le SBIR, Innovation and Research, qui est spécifiquement orienté vers de l'achat d'innovation. Et ça permet finalement à la machine de s'amorcer, de fonctionner, et puis des années plus tard, ça ne se fait pas en un tour de main, en 1 an, 2 ans, 3 ans, non, c'est une génération plus tard, d'avoir des champions, comme on les connaît en Corée, comme on les connaît aux États-Unis, comme on les connaît au Japon, et qui finalement, ont su grandir à l'ombre du marché public pour pouvoir mieux posséder ensuite les capacités d'aller draguer et gagner les marchés non publics, localement dans leur pays, mais aussi et surtout à l'international. Donc on sent bien que c'est un enjeu qui est extrêmement stratégique, critique. Et puis je reviens sur ce point pour l'avoir vécu. Encore une fois, le secteur public fait rêver les entrepreneurs. Le fait de pouvoir vendre à un hôpital, de vendre à la défense, de vendre à une collectivité locale, l'entrepreneur en rêve. Alors pour une raison qui est assez simple finalement, c'est que l'innovation, qui est le sujet de notre journée, est souvent l'objet de rencontres et souvent un sujet de territoire. L'innovation se fait en territoire. L'innovation se fait dans la rencontre de quelqu'un qui a une technologie ou qui a fait un travail de recherche et développement dans un domaine technologique ou non technologique, et qui va rencontrer des gens qui ont des besoins, et qui vont exprimer ces besoins. Et c'est de là que l'innovation va naître. Donc ça veut dire que si on ne va pas vers la rencontre à l'autre, il n'y a pas d'innovation. Et quoi de plus logique que d'amorcer ça sur son territoire, près de là où on a fait son école, près de là où on habite, parce qu'on connaît son environnement, qu'on connaît les gens, près de son pôle de compétitivité, près de son cluster. Et tout ça, finalement, ça donne au territoire quelque chose d'extrêmement important dans la capacité de rapprocher les PME innovantes, l'innovation au sens large, et le secteur public. Bien, pour aborder tous ces sujets-là, j'ai le plaisir de présenter nos quatre intervenants.
Alors tout d'abord, Eric Van Rompuy qui s'occupe de financement de l'innovation. Donc là, on est plutôt sur comment aider les entreprises à rentrer dans les grands programmes publics, alors qu'ils soient nationaux ou européens, et comment faire en sorte de bien exécuter ces programmes et au passage de bien les financer. Lionel Ploquin, chargé de mission usage numérique innovant. Donc là, on est en plein dans le sujet. Hein, j'ai envie de dire un peu celui qui va exprimer une vision en matière de transformation numérique. Et là, il y a des enjeux qui sont assez extraordinaires. Loïc Jean, qui pratique la vente de solutions innovantes à l'administration, alors qui a un caractère particulier, c'est qu'il opère sur le territoire, mais il représente une entreprise canadienne, et il pourra nous expliquer un petit peu comment ça se passe en France, et puis pourquoi pas un petit regard rapide sur la façon dont ça se passe chez nos cousins de l'autre côté de l'Atlantique. Et puis Baptiste Vassor de l'UCAP, qui est l'Union générale des acheteurs publics, c'est ça, je dis pas de bêtises, et qui, lui, finalement, est celui qui rend les choses possibles. Voilà, c'est qu'à partir du moment où il y a quelqu'un qui exprime un besoin, à partir du moment où il y a quelqu'un qui a peut-être la solution qui répond aux besoins, alors parfaitement bien ou avec quelques évolutions qu'il faudra apporter dans le cadre d'un prototypage, d'un développement spécifique, il va mettre dans un catalogue des solutions, mais surtout rendre possible l'acte d'achat et faciliter ensuite tout ce qui est relatif à la relation entre la PME et le secteur public. Voilà. Alors, ce que je vous propose, c'est peut-être de démarrer directement la table ronde en vous présentant rapidement, messieurs, de 2-3 minutes sur vos missions. Et puis, Lionel, je vous donnerai la parole à vous, parce que je pense qu'on va attendre beaucoup de propos que vous allez nous tenir. Puis encore une fois, vous éclairez un petit peu tout le potentiel qu'on peut imaginer en matière d'innovation à ramener au secteur public. Je vous laisse vous présenter rapidement, messieurs, puis après on reviendra à Lionel. Bonjour à tous, très heureux de participer à cette table ronde sur un sujet absolument passionnant. Lionel Ploquin, alors je suis chargé de mission usage numérique innovant, non pas pour l'ensemble du ministère des Finances, mais pour la Direction générale des finances publiques, que chacun connaît, dont chacun est client. J'exerce cette fonction au sein de ce qu'on appelle de plus en plus aujourd'hui des directions numériques. Je travaille auprès du Chief Digital Officer de la DGFiP, Audran Le Baron. Donc c'est une entité de création récente qui date de 2 ans et qui correspond à la volonté de la Direction générale des finances publiques d'accélérer sa transformation vers le numérique. Transformation tant vis-à-vis de nos usagers, particuliers, entreprises et l'ensemble de nos partenaires, que vis-à-vis de nos clients internes, l'ensemble de nos agents et de nos chefs de service. Donc, dans cette entité qui est chargée de porter la transformation digitale, et entre le digital et l'innovation, le lien est extrêmement fort, il est consubstantiel, c'est très fort. Dans ce cadre-là, moi, je suis chargé d'une fonction de veille permanente, qui me conduit d'ailleurs à rencontrer assez souvent des entreprises comme les vôtres, parce que ça fait partie de mon travail. Et par ailleurs, en dehors de mes fonctions à la Direction générale des finances publiques, dans cette direction de la transformation numérique, je participe à différents travaux dans l'écosystème de l'innovation que je détaillerai un peu plus tout à l'heure. Donc oui, bonjour, Eric Van Rompuy de PNO. Donc PNO, c'est un cabinet de conseil en financement public. On a 3 missions principaux. Donc, un, c'est effectivement de gérer tout ce qui est de type classique, mais très important pour le financement des projets. C'est du crédit impôt recherche, crédit impôt innovation, crédit impôt textile, par exemple, etc., etc. Donc, qui sont des éléments très importants pour tout ce qui est création à tous les différents niveaux. Deuxième axe, c'est vraiment ce qu'on appelle les projets collaboratifs. Et troisième, c'est de service à l'innovation. Service à l'innovation, c'est très lié aussi avec les projets collaboratifs qui effectivement regroupent dans plusieurs cas, donc effectivement des centres de recherche comme les laboratoires, les hôpitaux, avec des startups, ensemble dans un consortium pour réaliser des grands projets. Donc à titre d'info, donc même si la société est pas bien connu ici en France, on demande une subvention de plus de 20 millions d'euros de subventions par mois. Donc ça veut dire on dépasse déjà les 70 pour les premiers 3 mois. Donc on est dans un bon moyen. Ça veut dire qu'il y a beaucoup d'argent, beaucoup de besoins, beaucoup de projets d'innovation aussi, qui sont des très très grands défis.
Comment on a réussi à le faire? Donc, effectivement, on est présent dans 13 pays, qui fait effectivement en Europe, 13 pays européens. Donc, on est vraiment une société en Europe. On croit vraiment dans l'Europe et tout ce qui est expertise dans les différents domaines. On va vérifier, travailler avec les meilleurs experts partout en Europe pour trouver la meilleure solution, valider les technologies, étudier l'impact, travailler sur comment obtenir que la société start-up puisse valoriser son aspect innovation, l'impact, et ensuite effectivement travailler avec la complexité entre laboratoire de recherche, start-up, grand groupe. Mais ça, c'est pour l'après. On reviendra après, c'est un vrai sujet également. Loïc Loïc Jean, donc je représente effectivement la société Alfinad qui est basée à Montréal, donc au Québec, ce sont des Québécois. Et donc, pour rebondir sur l'innovation, c'est par l'innovation que finalement que l'opportunité s'est faite. C'est que la recherche à l'époque de la Direction générale de la modernisation de l'État, qui est la DGME, recherchait des solutions innovantes pour développer de façon innovante tous les téléservices, les formulaires, les téléprocédures qu'ils souhaitaient mettre en ligne. Donc, on a commencé avec la DGME et le SGMAP et on travaille aujourd'hui avec la DILA, qui dépend de Matignon. Donc, méthode innovante, pourquoi? J'aurai quelques slides, on verra ça un petit peu plus tard. Mais pourquoi? C'est tout simplement parce que c'est un outil qui est un peu comme un PowerPoint qui permet de développer rapidement des téléservices, des formulaires sans savoir programmer, simplement en cliquant, draguant, droppant, comme on dit, drag and drop. Et donc, on crée des pages, on crée des champs et on crée des connexions. Et c'est ce qui fait qu'on gagne énormément de temps. Et je reviendrai dans les points qui me paraît assez différent de ce qui se passe en Europe, c'est en France plus exactement, c'est que la notion de maîtrise d'ouvrage et maîtrise d'œuvre n'existant pas, ça a permis de développer des applications plus agiles, plus rapides pour les développer. C'est dans ce sens-là qu'on a pas mal innové et qu'on est rentré par appel d'offres, évidemment compétitif, avec l'appui de le choix était de Atos, Capgemini et Bull qui avaient choisi notre solution pour la présenter à ce moment-là au ministère du Budget. Facile. L'UGAP. Bonjour à tous, Baptiste Vassor. Je travaille à la direction de l'offre de l'UGAP. Donc la direction de l'offre de l'UGAP est composée d'une 60aine d'acheteurs et d'un pôle innovation PME qui a été créé il y a 2 ans, dont je fais partie. Nous sommes 4 personnes. Et nous avons vocation en fait à aller chercher l'innovation de rupture, sachant que les acheteurs, nos 60 acheteurs, ont une vocation à faire de l'innovation incrémentale, donc l'innovation finalement au fur et à mesure de l'évolution de la vie du produit. L'UGAP est une centrale d'achat public. Nous faisons 2 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Et nous avons un réseau commercial de plus de 400 personnes en France, qui après vient vendre les produits référencés aux clients publics, qui sont l'État, les collectivités, les hôpitaux, et également les sociétés privées gérant une mission de service public. Voilà. Merci beaucoup, et ça permet de faire le lien avec la première question que je voudrais poser à Lionel. C'est finalement deux questions qu'on se pose quand on développe des solutions innovantes. C'est comment me faire connaître ? Et ça, c'est moi, côté offreur, comment je vais faire en sorte qu'on puisse m'identifier, me repérer quelque part. Et donc, c'est un point important. Ça relève de ces problématiques de sourcing. Je ne sais pas comment on le dit en français, mais c'est finalement repérer les entreprises dont on a besoin pour mener à bien les responsabilités en matière de transformation, d'innovation que vous avez à mener dans votre entité. Et puis d'un autre côté, c'est où identifier les besoins qui sont exprimés de façon à regarder si mon offre est suffisamment différenciée pour répondre aux besoins en question. Et si c'est le cas, je me présente. Et à ce moment-là, j'irai certainement me faire repérer, entre guillemets, par l'UGAP. Et puis si mon offre n'est pas tout à fait adaptée aux besoins qui est exprimé en matière de recherche de solutions innovantes, je peux éventuellement l'adapter par financement de mes propres développements en fonds propres, ou alors éventuellement dans le cadre d'un contrat de développement innovant avec mon client. Donc, ce préalable à un contrat qu'on espère tous obtenir
Ça passe d'abord par une rencontre et savoir identifier où sont exprimés les besoins, et puis s'assurer que les gens qui ont ces besoins vous ont repéré dans leur radar. Est-ce que c'est un point sur lequel vous pouvez nous dire quelques petites choses, s'il vous plaît? Très volontiers, je peux apporter un témoignage. Ce ne sera pas un témoignage exhaustif, parce que ce qui caractérise l'écosystème de l'innovation dans le secteur public, c'est que c'est foisonnant. Donc je ne peux pas être exhaustif, mais tout est en ligne et tout est très facilement accessible. Donc vous trouverez très facilement des développements pour compléter les quelques points de repère que je vais vous donner. En premier lieu, sur le plan politique, il y a une volonté extrêmement forte du gouvernement de se servir de l'innovation comme levier de modernisation de l'action publique. C'est une volonté politique forte, portée au plus haut niveau de l'État. Elle s'était matérialisée dans les conseils interministériels de la modernisation de l'action publique qui ont été créés en 2012. Il y a eu 3 instances de ces conseils interministériels de la modernisation de l'action publique. Toutes leurs conclusions sont en ligne et vous y trouverez très certainement matière à réflexion utile pour ce qui vous concerne. Aujourd'hui, en termes de portage politique, il y a au moins 3 ministres et leurs cabinets qui portent cette problématique et qui poussent l'innovation et qui poussent les administrations à être innovantes et à aller vers vous, puisque vous êtes des partenaires dans cette démarche d'innovation et de modernisation. C'est Axel Lemaire avec le secrétariat d'État au numérique, Thierry Mandon, responsable du secrétariat d'État à la modernisation et à la simplification de l'action publique, et puis Marie-Lise Lebranchu, qui est plus axée, elle, vers la modernisation des territoires, mais qui joue aussi un rôle extrêmement actif. Donc il y a déjà, au plus haut niveau, en termes de gouvernance, ces 3 ministres qui impulsent cette action et qui poussent les administrations à réfléchir de façon permanente et constante à leur modernisation avec le levier d'innovation. Donc ça, c'est un point de repère, déjà dans un premier temps, que je trouve relativement important. Mais ce n'est que le premier étage de cet écosystème qui comporte d'une part des lieux, d'autre part des événements et puis des programmes avec des fonds qui sont disponibles et qui peuvent servir de levier à l'achat. On peut d'ailleurs commencer par ce sujet. Je pense que je vous rappellerai juste des choses dont vous avez nécessairement entendu parler. Je pense au programme d'investissement d'avenir qui a été créé dans le cadre de la loi de finances pour 2014. Et il y a un fonds extrêmement important et très bien doté, fonds pour la transformation numérique de l'État et fonds pour la transformation numérique et la modernisation de l'action publique, qui est doté de 126 millions d'euros, qui est opéré par le Commissariat général à l'investissement et par la Caisse des dépôts et consignations, et avec un certain nombre d'appels à projets qui sont périodiquement lancés. Il y en a actuellement en cours, autour d'un certain nombre de thématiques de modernisation, comme le programme Dites-le nous une fois, que chacun d'entre vous connaît très certainement, comme des programmes autour de projets sur l'ouverture des données publiques, le programme Futur Public également pour des actions de rupture, d'innovation dans la modernisation des services publics. Il y a 6 programmes majeurs dans lesquels se décline ce fonds de 126 millions d'euros. Alors comment est-ce que ça marche? Il y a nécessairement un opérateur ou un opérateur public ou un ministère chef de file qui lance un projet, qui essaie de constituer un tour de table avec différents partenaires. Et à cette occasion-là, il est possible pour des entreprises, des startups, mais pas seulement, je dirais, de s'agréger dès lors qu'une solution innovante est apportée pour qu'un dossier soit présenté. Alors, ces projets sont des projets d'un premier temps de petite ampleur, ce sont des projets d'amorçage avec un maximum de 500 000 euros pour l'intégralité du programme, mais pour des PME, des startups, c'est, par rapport à ce que disait M. Bernat, une façon de mettre le pied à l'étrier et puis de rentrer et de trouver des premières références. La communication, l'information sur ce programme est complètement ouverte et vous la trouverez très facilement sur le site de la Caisse des dépôts, par exemple, ou celui du Commissariat général
à l'investissement. Donc voilà un point d'entrée intéressant pour cette question qui vous préoccupe, ce que je comprends totalement. Comment trouver les pôles d'innovation publique et des administrations innovantes qui peuvent avoir besoin de vos solutions. Au-delà de ce programme, il y a des événements. Un événement que j'ai trouvé particulièrement marquant et très intéressant, qui s'est tenu pour la première fois en 2014, c'est la semaine de l'innovation publique. Alors c'est un événement majeur, peut-être certains d'entre vous ont eu la chance d'y participer ou d'y assister. Il y a eu 3 jours extrêmement forts au 104, un lieu emblématique de l'Est parisien, où les administrations ont pu montrer leur principale vitrine en matière d'innovation. C'était aussi un lieu de débat. Et par exemple, il y a eu un débat extrêmement intéressant qui s'appelait « Administration et start-up vers une nouvelle alliance », avec des personnalités de tout premier plan qui s'exprimaient sur ce sujet. Donc un événement et un lieu de rencontre entre l'administration et les parties les plus innovantes de l'administration, et puis vous-même. Il y aura une seconde édition de cette semaine de l'innovation publique, fin 2015, et je participe d'ailleurs dès le début de la semaine prochaine à une réunion de préparation sur ce que seront les contours de cette semaine de l'innovation publique. Des événements comme celui-ci, il y en a d'autres. Aujourd'hui, il y avait, je ne peux pas y participer parce que je suis parmi vous, une journée de l'innovation autour de la thématique de l'éducation nationale. Ce n'est pas forcément intuitif, mais l'éducation nationale est extrêmement innovante. Vous seriez surpris, mais peut-être le savez-vous déjà, de voir à quel point cette administration est foisonnante, bouillonnante et très très axée sur l'innovation. Il peut y avoir, à travers cette journée, tout est en ligne, hein, vous pouvez tout à fait, je dirais, rencontrer des porteurs de projets d'innovation au sein de l'éducation nationale. Il y a aussi des événements où c'est l'administration qui vient vers les entreprises. Le 4 et le 5 février se tenait le salon des entrepreneurs, et le SGMAP, qui en fait est le grand porteur, l'acteur majeur de la modernisation et de l'innovation de l'action publique, s'est déplacé lors de ce salon, je dirais, pour expliquer ce que l'administration faisait en matière d'innovation. Et puis, et je ne serai pas exhaustif, je vous ai prévenu, un dernier point de repère que je trouve particulièrement intéressant, c'est tout l'écosystème des collectivités locales et notamment du monde des régions, avec la 27e région. Ça, c'est extrêmement intéressant. C'est un laboratoire d'innovation publique qui fait des choses extrêmement intéressantes, qui vient de créer récemment, depuis quelques mois, un lieu où se concentre l'innovation, une sorte de laboratoire, qui est dans le 11e arrondissement, 2 à 4 rue de la Jacquerie. Donc c'est un lieu d'innovation où vous pouvez rencontrer les porteurs de projets innovants des collectivités locales, en particulier des régions, mais pas seulement. Et puis derrière Superpublic, donc ce lieu, ce laboratoire d'innovation, et derrière la 27e région, il y a un consortium qui s'appelle Acteurs publics, qui réunit la majorité, l'Association des régions de France, l'Association des départements de France, des collectivités comme la ville de Paris, un certain nombre de régions, la Caisse des dépôts. Donc tout ça, ce sont des points d'entrée potentiels pour vous, des points de contact potentiels pour savoir ce que l'administration a dans ses bagages en matière de projets d'innovation, et des points de rencontre potentiels et physiques avec ces acteurs de l'innovation. Je vais en rester là pour l'instant, mais il y a bien d'autres choses. Oui, il y a d'autres choses peut-être. D'abord, merci pour ces explications. Ce qui est important, c'est de bien comprendre qu'on a la déclinaison d'une vision au plus haut niveau de l'État, et qui s'appuie sur l'ensemble de ces services pour opérer finalement un déploiement très bien organisé, de façon à rendre lisibles et accessibles les informations. J'ai envie de dire que le plus difficile finalement après, c'est de se mobiliser soi-même pour aller chercher, décoder et intégrer ces informations, et puis les recouper avec sa stratégie de développement quand
quand on est entrepreneur. Alors je rajouterais bien volontiers de façon très rapide et sans rentrer dans le détail tout ce qui se fait aujourd'hui en matière de French Tech, où on assiste à une mobilisation au niveau des territoires une fois de plus pour développer des notions d'attractivité autour de l'innovation. C'est important. Dire quand même que l'innovation dont on parle elle n'est pas que technologique une fois de plus, c'est aussi l'innovation en matière d'économie de sciences humaines par exemple, sciences et sociales. Donc tous les secteurs sont couverts. Je dirais également juste une petite chose, c'est peut-être pas encore tout à fait bien connu, mais ça fonctionne plutôt bien, même très très bien. C'est le jeu digital qui a été mis en place par Axel Lemaire, je crois que ça avait été initié par Fleur Pellerin, et qui permet de réunir, alors ça se passe en général en fin de journée sur un créneau 18-22 heures, dans un ministère, et on les fait tous les uns après les autres, des PME innovantes, des représentants des acheteurs pour le ministère concerné, des financeurs pour éventuellement aider les PME à se financer dans le cadre d'une rencontre intelligente entre le besoin exprimé par le ministère en question et puis le besoin de développer le projet qui correspond au côté de la PME. Des intégrateurs. Je dis ça parce que j'ai entendu un point important, c'est agrégé. Alors déjà, c'est un sujet. Et on va revenir tout de suite avec l'explication, le cas pratique de Loïc, c'est que c'est pas facile de vouloir faire se rencontrer d'un coup d'un seul une start-up avec l'administration. C'est quand même une toute petite souris avec un immense éléphant, quoi. Donc on a bien conscience que c'est nécessaire, mais c'est dangereux. Et puis c'est pas facile d'accorder les deux cultures, les deux vitesses, les deux biorhythmes de ces deux organisations finalement. Et c'est vrai qu'il y a deux manières d'y répondre. Enfin, il y en a trois. La première, c'est de faire le choix de ne pas y aller. C'est une décision, de dire non, j'y vais pas, et je vais que dans le privé. Voilà, bon. Et puis sur les deux options qui consistent à rester en contact avec le secteur public, il y a celle de se regrouper. Et ça fait partie d'ailleurs de discussions pour rendre possible le regroupement après en matière de contractualisation, ou de s'intégrer. Ça veut dire qu'à ce moment-là, on est porté, et il suffit de voir le slide qui est là. C'est pour ça que tout à l'heure je disais facile, quand on a comme partenaire Bull, Atos, Cap, IBM, on est sûr de passer par la porte, les fenêtres, etc. Donc, mon cher Loïc, expliquez-nous comment vous avez réussi à vendre vos solutions. En fait, on a fait beaucoup d'avant-vente en tant que société avant d'atteindre les intégrateurs, parce qu'en fait, les intégrateurs intègrent des logiciels que va demander souvent la DSI. C'est un bon point. Donc il faut faire une démarche d'avant-vente, c'est-à-dire personnelle, c'est évidemment d'aller voir le decision maker, celui qui recherche l'innovation, celui qui est en charge des études et celui qui va à l'intérieur de l'administration avoir la charge de dire pour innover, on peut faire autrement que ce qui est classique. Alors, on avait une difficulté, on a toujours une difficulté, parce que je disais tout à l'heure, je faisais l'exemple de la maîtrise d'ouvrage, maîtrise d'œuvre. C'est une notion qui n'existe pas en Amérique du Nord. La maîtrise d'ouvrage et la maîtrise d'œuvre est confondue. Et donc, la difficulté que nous avions, c'est qu'il fallait toucher et l'un et l'autre. Sachant que normalement, un process, ça va être le métier va demander de faire une application. L'audit du métier va être fait par un cabinet extérieur qui va faire un cahier de spécifications détaillées qui va être remis ensuite aux analystes et aux programmeurs pour finalement revenir avec un résultat qu'acceptera le métier. Donc ça, c'est un processus très long, très typique en France, qui vient de loin, d'après-guerre, et qui est un petit peu, comment dirais-je, pour les sociétés innovantes, est un petit peu un frein d'une certaine manière, puisque vous voyez, les étapes sont longues. Et puis, il faut aussi bien attaquer, j'allais dire, sa démarche par la maîtrise d'ouvrage et la maîtrise d'œuvre. Et il peut y avoir comment dirais-je, il y a des maîtrises d'œuvre qui ne veulent absolument pas, par exemple, utiliser des solutions qui vont faire que, je dirais, qu'une partie du développement va se faire par les gens de métier. Ce qui est le cas de notre solution. Pour des réseaux X, Y, Z, alors là on pourrait rentrer, voilà. Je dois dire aussi même que les intégrateurs, quelque part, ont l'habitude de faire cette démarche, c'est-à-dire d'aller chercher à la fois l'audit du métier auprès de la maîtrise d'ouvrage, puis ensuite va faire du développement spécifique d'applications en code. Donc ça, c'est aussi, autrement dit, fournisseurs et clients sont depuis longtemps complices sur cette méthode. Et les méthodes que nous avons amenées étaient innovantes en ce sens que le métier va développer 2/3, 75 voire 80% de l'application sans passer par ces étapes de
d'audit du métier et de codification en code Java ou .NET, Microsoft, etc. Donc effectivement, il fallait tomber sur les équipes qui avaient envie de prendre des risques déjà. Donc c'est ça, c'est l'évangélisation qu'il faut faire auprès des 2-3 décideurs qui sont toujours à regarder ce qui se passe sur le marché, non seulement français, mais international et nord-américain. Et dans ce sens-là, comme nous sommes au Québec et que il y a évidemment les produits existent et en français et en anglais, que nous avions déjà fait un portail de je crée mon entreprise en ligne pour le compte du gouvernement de l'économie et des finances du Québec, c'était déjà quand même une belle maquette pour arriver pour convaincre et les intégrateurs et les gens de l'administration. Mais je dois dire que le signal de départ, ça a été l'administration à la DGME qui a décidé de choisir l'innovation, la solution, pour ensuite nous permettre après, effectivement, d'aller voir les intégrateurs en disant, puisque notre métier n'est pas de l'intégrer, d'intégrer cette solution. Et c'est là que la pelote se fait, parce qu'après, l'intégrateur a d'autres clients, naturellement, susceptibles d'être intéressés. Donc, il y a vraiment de l'évangélisation très ciblée, avec un marketing très ciblé qu'il faut faire auprès des administrations. Quel temps ça prend tout ça? C'est un process assez long, mais ça peut être... ça dépend. S'il s'agit de convaincre quelqu'un qui n'a pas de besoin, ça peut être très très long. S'il s'agit de quelqu'un qui est dans la dichotomie maîtrise d'œuvre, maîtrise d'ouvrage, qui ne veut pas en bouger parce que dans 2 ans ou 3 ans il est à la retraite, il ne veut pas de problème avec l'organisation de son service, là aussi ça peut être très long. Mais si vous avez vraiment déjà, et c'est souvent le cas, des gens qui veulent vraiment pousser les portes et profiter de ce qu'il y a pour faire aller plus vite et que ça coûte moins cher, c'est un processus que je dirais, dans le cadre d'un appel d'offres compétitif, c'est une année. C'est une année, si vous voulez, entre le contact qu'on fait, l'élaboration des cahiers des charges que doit faire l'administration et le dépouillement, etc. C'est une année, c'est un processus d'au moins 1 an. Oui, ce qui est relativement long pour la PME, mais ce qui est relativement court si on se ramène à la taille de l'administration qui va ensuite utiliser ces produits. Je comprends que dans votre cas, finalement, vous avez été porté par un intégrateur, donc vous n'avez pas eu à en découdre avec... Non, on n'a pas été porté. J'ai dit, on a été porté dans la réponse de l'appel d'offres. Oui. Mais par contre, pour l'évangélisation, oui. C'est nous qui l'avons porté. Pardon, je n'ai pas été clair. Et donc l'administration a choisi cette solution. Voilà. Et à ceux qui ensuite, cette solution ou une autre, similaire, mais ce mode d'opération. Et après, les intégrateurs devaient accepter ou pas de dire je réponds avec cette solution ou je ne réponds pas avec cette solution. D'accord, donc vous n'avez pas eu à finalement traiter directement toute la partie administrative relative à la gestion des marchés publics. Vous l'avez fait, mais avec... Alors ça, c'était la deuxième étape après, parce voilà. qu'après, l'administration a demandé à ce que l'éditeur soit en direct avec l'administration. Donc, on est en direct avec l'administration. Aussi en direct. Et l'intégrateur est en direct avec l'administration. Donc, c'est 2 marchés différents après. C'est D'accord. le logiciel et l'intégration. Les prestations d'intégration sont directement... c'est un contrat entre l'administration et l'intégrateur. Et pour l'éditeur, nous avons une relation directe avec l'administration. Donc, on a bien cette relation directe, cette négociation de contrat, et qui est effectivement qui prend du temps, ça c'est clair. Oui. Compliqué, pas compliqué? Je dirais que, encore une fois, ça dépend de la volonté. Quand on veut faire, on fait avancer assez vite, mais c'est assez long parce qu'il y a un processus. Il n'y a jamais personne seul qui décide. Donc, c'est plutôt dans le nombre d'intervenants et en fonction du moment où c'est. Si c'est avant les vacances, si c'est avec les congés, ça peut être très long. C'est de l'ordre de 6 mois, oui. Et si on regardait un petit coup du côté Québec, les choses se passent de la même manière, c'est plus rapide, c'est plus souple? Dans les appels d'offres classiques, oui, mais il y a un système qui s'appelle le SEAO, qui est le service électronique d'appel d'offres. Là, c'est assez simple. Quand vous avez choisi une solution innovante, très précise, à ce moment-là, sur un site, on va afficher la caractéristique de la solution. Voilà ce que je veux. Elle fait ça, ça, ça. Je la paye tant.
y a-t-il quelqu'un dans la salle qui s'y D'accord. oppose ou qui a quelque chose qui peut être meilleur, disons, à battre? C'est un peu comme les mariages. Y a-t-il quelqu'un dans la salle qui s'oppose au mariage? C'est Ah le bon, j'ai même, peur. c'est le même système. Je Y croyais a-t-il qu'il y avait quelqu'un une qui chance de s'oppose battre, à j'ai cela? eu peur. Puisque voilà, je veux toutes ces fonctionnalités-là et je veux ça pour ce prix-là. Si vous avez mieux, bienvenue au club. Et à ce moment-là, ça dure 10 jours et c'est en ligne. Donc ça, c'est extrêmement intéressant pour les sociétés innovantes. Parce que le problème de l'innovation, c'est qu'on a souvent, avec une vision d'éditeur, une vision assez lointaine, en avance de phase du marché. Oui. C'est le métier d'éditeur, finalement. Oui. Ça C'est roadmap, d'avoir une création, d'innovation, etc. Mais le faire connaître prend du temps. Et c'est très difficile après pour une administration d'être au courant de tout ce qui se passe, et dans son pays et dans le monde. Et c'est très difficile aussi d'écrire un cahier des charges de quelque chose qu'on ne connaîtrait pas. Donc voilà. Et puis là, il y a des habitudes, par exemple en France, où effectivement, on a plutôt tendance à continuer à travailler, maîtrise d'œuvre, maîtrise d'ouvrage, cahier spécifique, etc., ce que j'expliquais tout à l'heure. Donc on a plutôt l'intérêt, et des intégrateurs viennent chercher la commande auprès d'une administration qui ne va pas nécessairement demander à l'intégrateur d'innover, elle va lui demander voilà ce que je veux. Alors l'avantage de cette forme d'appel d'offres simplifié, qui peut aller jusqu'à 1 million et plus quand même de dollars. Donc c'est quand même que vous pouvez décrire très précisément des applications, des solutions innovantes et par conséquent d'en fixer le prix et de dire s'il y a quelqu'un qui peut faire mieux, tant mieux. Sinon, tant pis. D'accord. Bon. C'est le SEAO. Très bien. J'entends peut-être sur ce que vient de dire Loïc des éléments qui sont repris dans la plateforme de l'UGAP, sauf le côté le prix à battre. Hein. Voilà, mais c'est intéressant de voir que finalement vous amenez des éléments extrêmement opérationnels, pragmatiques pour rendre les choses possibles et pour gommer toutes les difficultés qui font que, effectivement, pour une petite structure, c'est long, c'est compliqué, c'est fastidieux. Il y a plein de pièges qu'il faut surtout faire attention d'éviter, bien remplir la partie administrative. Et là où vous avez une formidable valeur ajoutée, c'est de nous expliquer finalement votre plateforme. Allez-y. En fait, on a plusieurs plateformes sur lesquelles on s'appuie. Déjà, la plateforme des achats innovants, où les PME innovantes peuvent nous faire des propositions spontanées de leurs solutions sur des thèmes sur lesquels on s'est inscrit. Pour l'UGAP, on a 9 thèmes, disons, de prédilection pour les prochaines années. Les objets connectés, les textiles connectés, les drones civils, l'hôpital numérique, ainsi de suite. Et donc, si des PME ont une solution innovante à nous proposer, elles postent leurs propositions. Après, on se rencontre avec les acheteurs et la société. Et on essaye de voir ce qu'on peut faire par rapport aux besoins clients qu'on a pu déceler, ou pas d'ailleurs. Et après, on rentre dans le cadre d'un appel d'offres un peu classique. Si on a décelé qu'il y avait de la concurrence, s'il n'y a pas de concurrence, le code nous permet tout à fait de faire un marché négocié sans publicité ni mise en concurrence, sans aucun souci. Voilà. Donc après, c'est le travail de l'UGAP de qualifier finalement l'innovation et de savoir sur quel segment d'achat, quelle procédure d'achat on part pour sélectionner cette offre. Je fais un commentaire parce que ce matin, on a animé un atelier sur la propriété intellectuelle. Et le fait de dire je peux passer des contrats en direct lorsqu'il n'y a pas de concurrence, ça passe aussi par la notion brevet. C'est-à-dire que le fait de déposer les brevets sur le développement de ses propres produits, ça permet, avec l'administration, de passer en direct, en accéléré, si on met en avant le brevet. Et ce qui est terrible, c'est que pas beaucoup d'entreprises innovantes connaissent ce dispositif sur lequel il faudrait certainement un peu plus communiquer. Mais continuons, parce que je comprends que les entreprises qui ont des produits innovants et qui répondent aux 9 thèmes que vous avez listés, donc là on y voit encore plus clair, on a compris... C'est une feuille de route que nous avons mis en place. Et qui est en cohérence avec les grands axes fixés, et ça descend très très logiquement, se présentent, vous les rencontrez, vous les qualifiez, alors appel d'offres ou pas, enfin, d'une nature ou d'une autre, une fois qualifiés... Déjà dans un premier temps, on qualifie si c'est une innovation, parce que beaucoup de personnes se proclament innovantes, c'est pas nécessairement le cas. Bien sûr. Donc, voilà, on qualifie déjà l'innovation. Avec une définition spécifique vis-à-vis des marchés publics sur le fait de qualifier ce que c'est que l'innovation. Tout à fait. Mais je continue parce que moi je suis un petit éditeur, j'ai 10 personnes dans la boutique sur un truc super sophistiqué, je suis incapable de venir m'intégrer dans un grand appel d'offres pour répondre à une grande administration. Qu'est-ce qui se passe là ?
à ce moment-là? Incapable, on a quand même des chiffres qui nous prouvent que beaucoup de PME sont titulaires de marché à l'UGAP. Pour 2014, c'est 65% des titulaires de l'UGAP sont des PME. Monsieur à côté également au catalogue de l'UGAP, donc il pourra le montrer. Nous avions tout à l'heure Johan Moral de Buzzcard, ils sont peut-être 4 dans la société qui est également au catalogue de l'UGAP. Donc c'est tout à fait possible, ça demande effectivement un peu d'investissement parce qu'il y a un travail administratif derrière. On les accompagne, on les aide et elles y arrivent sans aucune difficulté à accéder à la commande publique. Mais il faut un petit peu de temps, effectivement. Et le temps, c'est de l'argent pour une PME. Je me permets d'ajouter juste un point, puis en plus, il y a un monsieur du temps qui est venu. C'est que la plateforme de l'UGAP intègre également, incorpore dans son fonctionnement des intégrateurs qui seront capables de porter, d'embarquer avec eux une petite structure. Si elle n'est pas en mesure de déployer sur 18 collectivités locales en même temps, elle pourra passer par un plus gros qui lui amènera la capacité à exécuter correctement le contrat tout en embarquant la technologie innovante et finalement en associant, on revient à la notion d'agrégation, en associant le meilleur des deux acteurs dans une vision globale d'un projet. Pour prendre un exemple concret, on a un marché multi-éditeur qui est détenu par la société SCC et derrière ce titulaire de marché, nous avons plusieurs centaines d'éditeurs dont vous faites partie, qui permet en fait, finalement à des petits éditeurs d'accéder à la commande publique. Buzzcard en fait partie également et nous avons également Voxygène qui est tout à l'heure qui a présenté ce matin son produit, la voix de la SNCF digital qui fait également partie de ce marché multi-éditeur. Alors, au passage, ce qui est, je pense, remarquable dans le dispositif, c'est que le fait de créer une chaîne cohérente entre un gros, un intégrateur et un petit, qui fait que l'intégrateur fait que ça se fait ou pas, rend possible un contrat ou pas, ben vous l'avez réglé. Et encore une fois, je trouve que c'est remarquable. On va passer un tout petit peu sur la partie amont, cette fois-ci maintenant. On a compris qu'il y avait des besoins, une expression, c'est tout à fait bien défini. On a compris qu'il y avait des outils. Alors, évidemment, je simplifie. Il y a encore beaucoup de progrès à faire, bien sûr, mais des outils qui permettaient de rendre les choses possibles. La preuve, on a un exemple ici criant. Maintenant, remontons un tout petit peu la chaîne et puis remettons-nous en R&D. Et cette fois-ci, on va venir sur notre notion qui relève du public également, qui est plutôt le financement. J'ai besoin de faire évoluer mon produit, il faut que je fasse de la R&D, de ressourcement pour m'adapter, etc. Là où j'ai besoin d'entrer dans un projet collaboratif pour me faire connaître aussi, ça fait partie du jeu. Qu'est-ce qu'on fait en matière de financement public? Qu'est-ce qu'on fait en matière d'appel à trouver de l'argent pour... Beaucoup de choses. Voilà, dites-nous. On fait beaucoup de choses. Donc, déjà, si c'est vraiment recherche pure, donc il y avait effectivement ANR qui est très actif en France. Donc, il ne faut pas l'oublier, avec des projets qui sont super. Et ensuite, effectivement, une fois que ces projets deviennent mûrs, ça devient quelque part des spin-offs, pour le dire comme ça. Et ça vient vraiment des startups qui vont s'intégrer avec d'autres entités. Ensuite, effectivement, chaque cas est un petit peu particulier. Donc, j'ai un premier dossier, par exemple, très concret, le mois dernier, où c'est vraiment un labo, ex-labo, qui a fait un produit et qui en fait maintenant un projet collaboratif ensemble avec une collectivité. Donc voilà, donc le dossier est déposé. Un laboratoire de recherche publique? Oui. D'accord. Oui, qui a fait donc maintenant l'entité est transférée vers une entité privée. Effectivement, la propriété intellectuelle est restée côté labo. Mais voilà, donc c'est la collectivité qui, ensemble, avec la start-up, a déposé le dossier pour un financement public. Autre cas, là c'est effectivement un dossier qu'on va déposer demain, midi. Donc c'est effectivement un laboratoire de recherche lié avec des hôpitaux, avec des grands groupes et des startups. Là, effectivement, on a 3 profils complètement différents. Donc, effectivement, quand on parle des hôpitaux, c'est des plans de 5 ans. Si on parle des intégrateurs, ils parlent des projets de 24, 36 mois. Et la start-up, avec ses objets connectés, un grand projet, c'est déjà 3 mois. Parce qu'effectivement, ils mettent tout ensemble dans les objets connectés, et 3 mois, c'est un grand projet. Donc, ça veut dire, au lieu de, dans le passé, on a effectivement un projet de recherche. On dit, dans 3-4 ans, on peut arriver là, avec les ventes dans les collectivités et tout. Maintenant, on est dans des cycles qui vont comme ça. Il faut toujours continuer à monter. Et ça fait très drôle. Mais c'est un grand défi, déjà intellectuellement. Parce que ça veut dire, quand on commence ici, dans 3 mois, on est déjà dans un cycle. On ne sait pas exactement où on est. La start-up a déjà tellement évolué, les objets connectés ont tellement évolué, qu'on ne sait pas exactement quel est l'objet connecté encore.
Ensuite, effectivement, il y a le mot où tout le monde utilise maintenant, c'est du big data, sachant que dans le passé, on crachait plein de données aussi, donc c'est pas nouveau. Mais effectivement, ces big data sont tellement coordonnés maintenant que ceux qui, et ça je pense que c'est la compétence des grands groupes, puissent les exploiter au bénéfice d'un côté des centres de recherche, parce qu'effectivement, ils vont encore apprendre sur le comportement, sur nous, sur la technologie aussi, la transmission des données, et la start-up qui va en bénéficier, parce qu'effectivement, avec toutes ces informations, elle va avoir un retour sur les expérimentations. Ce qui manque dans les start-up, c'est surtout une expérience dans la gestion de projet, dans l'excellence, dans l'exécution. Et ça, ils vont trouver d'un côté dans les grands groupes qui ont beaucoup d'expérience dans la réalisation. Donc je parlais des grands groupes, c'est exactement les sociétés que vous avez nommées. Et effectivement dans les laboratoires où effectivement il y a tout le savoir-faire. Donc là, ils se mettent en continu le défi en disant tous les 3 mois, il faut que je remets en question, pas côté technologique, mais aussi côté conception. Et moi, donc, le conseil que je donne à toutes les startups, c'est surtout ne restez pas seul, essayez de vous allier ou avec des laboratoires de recherche, Oui. ou avec des grands groupes, éventuellement, mais d'abord avec les laboratoires de recherche, parce que le défi est beaucoup plus intellectuel. Un laboratoire de recherche, donc public. Hein, Public, on parle oui, surtout public, ouais, de je parle public. public. Juste pour préciser, il y a aujourd'hui sur tout le territoire des structures qui sont mises en place qui s'appellent des SAT, Sociétés d'accélération de transfert de technologie, qui ont pour but effectivement de faire un accélérateur entre la recherche publique et puis le marché. Alors parfois au travers de spin-off, de création de structures, d'essaimages, parfois en allant ancrer un produit du laboratoire dans une PME déjà existante, et ça marche très très bien, et c'est quelque chose sur lequel il faut absolument capitaliser. On a fait un bref tour de panorama. Évidemment, il y a encore plein de choses à dire, mais peut-être un peu de temps pour vous. Est-ce que vous avez des questions à adresser à un de nos intervenants sur un sujet qui vous préoccupe particulièrement? Le premier ou la première? Allez-y. Bon, d'abord, je suis très content de vous entendre. Nous sommes une start-up. Moi, je suis associé dans la start-up. Nous vendons des solutions de radio, en fait. Et d'ailleurs, nous sommes partenaires du village. Et d'ailleurs, vous passez en direct en ce moment sur la radio du village. Bon. Concernant les administrations, on a quelques clients en administration. Je dirais des clients de type mairie. Donc ça va assez vite, en fait, en termes de décision. Des clients un peu du type formation territoriale, donc c'est NFPT. Alors là, c'est des grosses machines du type CNAF aussi, assurance maladie, assurance familiale, des choses comme ça. Et là, on est sur effectivement un biorhythme totalement différent des startups, puisqu'en fait, parfois un rendez-vous peut être repoussé de 2 mois, par exemple, alors que nous, on le repousserait de 2 jours. Là, on passe à la granularité, pas la même. Donc ça, c'est le premier problème qu'on rencontre. Deuxième problème qu'on rencontre, et c'est pour ça que je suis assez content de vous avoir écouté. Deuxième problème qu'on rencontre, c'est les décideurs en France. Et je pense qu'en réalité, on n'a pas le loisir d'avoir... Enfin, on n'a pas une visibilité très claire des décideurs. Je vous donne un exemple. On a réussi à vendre des radios en Tunisie sur l'ensemble des maisons de la jeunesse et de la culture tunisienne. On n'en est pas peu fiers. Et aujourd'hui, il y a le Premier ministre de Tunisie qui vient. Et je veux dire que ça donne du sens à notre boulot, puisqu'on aide la démocratie tunisienne à s'installer. Dans un même temps, on a commencé à travailler avec un organisme qui s'appelle le CLEMI, parce qu'on voulait doter les lycées et collèges français de radio à un prix extrêmement bas, mais simplement pour s'installer dans les collèges et lycées. Et là, on arrive devant un mur, c'est-à-dire qu'on ne sait absolument pas qui aller voir et qui convaincre et qui évangéliser, puisque je reprends votre mot, c'est exactement ça, c'est évangéliser. Et donc, en fait, ma question est comment trouver des décideurs dans l'administration française, qui est quand même une nébuleuse absolument incroyable. La réponse est relativement simple, c'est que vous êtes un start-up. Si vous êtes un start-up, vous êtes convaincu de la qualité de votre produit. Donc,
montre à tout le monde que vous êtes là. Donc, comme vous êtes là, automatiquement, vous avez la visibilité. Et quand vous avez la visibilité, vous parlez sur le marché, vous êtes l'expert et tout, automatiquement, eux, ils vont vous trouver. Et à ce moment-là, ce n'est pas une question de budget, des choses comme ça, ils sont intéressés. Vous faites le buzz comme avec la buzz card, effectivement, quand Arnold Schwarzenegger l'a donné, attends, ça monte. Il y a des actions très simples à faire, communiquer, puis ça monte. Les portes s'ouvrent tout de suite après. Loïc, un complément? Oui, j'ai une proposition. Moi, j'ai pris le téléphone pour appeler la direction du cabinet du ministre. Il y a toujours, donc, et à partir de là, c'est quand même des gens qui sont quand même très proactifs. Parce qu'ils sont quand même, eux, ils savent qu'ils sont là pour 2 ans, 3 ans, 4 ans. Enfin, si vous voulez, ils sont quand même là pour délivrer du résultat. Donc, ils vont souvent vous donner, voilà ce qu'on a décidé, et c'est monsieur Intel qui vient d'être nommé. Donc, il ne faut pas hésiter à le faire, et ça se fait très bien. Ils sont en plus souvent très accueillants, et moi, personnellement, c'est le canal que je privilégie. C'est bien de le dire, oui. Hein, petite remarque avec le Canada, la différence, c'est que le Canada, par exemple, vous avez des grosses équipes. Vous savez qu'on débarque beaucoup de gens au moment des changements de gouvernement. Donc, en fait, il y a beaucoup de contractuels. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Et dans les contractuels, ce sont des contractuels qui viennent souvent du secteur privé. Donc, si on a besoin tout d'un coup, je ne sais pas, des experts en base de données qu'on a décidé, parce que le choix du gouvernement, ça a été de prendre IBM, des WebSphere, etc., à ce moment-là, ils vont plutôt recruter pendant 5 ans, 4 ans, des gens qui viennent de chez IBM, contrat 4 ans, etc. Donc, ça va être assez... Bon, deuxième observation, que ce soit dans le privé comme dans le public, les organigrammes sont plats. C'est-à-dire qu'il y a vraiment des chefs qui sont évalués au résultat. Donc, on rencontre peut-être moins d'échelons hiérarchiques qu'on peut en rencontrer en Europe de façon générale. Donc, effectivement, c'est plus facile. Et là, je pense que c'est du management qu'il faut... Okay. Et de la responsabilisation. Donner le pouvoir à quelqu'un, c'est très important. Dernier point, des GME, il y avait des gens quand même qui avaient véritablement des mandats. Et c'était des gens, il y en avait pour la plupart, certains sont venus de France Télécom à l'époque, donc qui étaient des gens quand même confrontés au public et au privé. Donc ils ont pu faire avancer des choses aussi dans cet esprit d'être mesuré au résultat et pour une période donnée. Baptiste, un élément de réponse sur l'appui politique peut effectivement aider, mais ne suffira pas. Je pense notamment aux rencontres collectivités ou personnes publiques, entreprises. Comme la semaine prochaine, je crois, il y a Maximilien en Ile-de-France qui fait des rencontres acheteurs publics entreprises. Ça permet de vous faire connaître des collectivités, des ministères, des opérateurs de l'État, et finalement rentrer dans leur base de données. Et s'il n'y a pas de besoin ce jour-là, il y aura peut-être un besoin d'ici quelques temps. Le temps pour une PME, une start-up et un ministère n'est pas le même, évidemment. Mais c'est un moyen de se faire connaître, ou tout simplement candidater, poser une candidature spontanée sur la plateforme des achats innovants de l'État, où il y a un certain nombre d'opérateurs de l'État qui est référencé. En fonction de la feuille de route de chacun, vous pouvez peut-être trouver votre bonheur. Lionel, un complément? Moi, j'entends totalement ce que vous dites sur le biorhythme, et ça c'est vrai, c'est malheureux, mais on est des grosses machines. Par contre, et là je partage le point de vue des autres intervenants de la table ronde, je trouve que c'est quand même relativement facile de nous identifier. En tout cas, moi, il y a des gens qui m'identifient très facilement parce que j'ai beaucoup de demandes de rendez-vous. Il y a les lieux que j'ai évoqués, mais il y en a encore d'autres. Je m'aperçois aussi que LinkedIn est très très largement utilisé par vous-même, vos confrères. C'est assez facile de nous identifier via LinkedIn parce que les décideurs que vous évoquez, ils y sont tous. Et à travers quelques groupes que je ne vais pas citer là parce que je ne les ai pas forcément en tête. Mais il y a aujourd'hui des groupes sur LinkedIn où vous avez des concentrations de décideurs ou de collaborateurs de décideurs. Vous pouvez faire votre marché et trouver un certain nombre de contacts, soit directement, soit indirectement. Je trouve que l'écosystème est de plus en plus transparent, c'est de plus en plus facile d'identifier, sans même utiliser de big data pour ça. Avec un système transparent et perméable. Oui, transparent et perméable. Et il y a une sensibilisation, je trouve, de plus en plus forte des acteurs publics et des décideurs aux préoccupations des acteurs de l'économie. On est de plus en plus sensibilisés, poussés par les cabinets à vous écouter, à travailler en partenariat avec vous. Donc je pense,
la situation se transforme et cet écosystème est de plus en plus favorable et ouvert et transparent. Donc la conclusion à table ronde, finalement, c'est que l'innovation dans le secteur public, ça marche. Alors ça ne se fait pas en un claquement de doigts, non, mais si on sait faire les bonnes agrégations, si on a une offre différenciée, si on a compris chez qui il fallait se manifester, si on avait également intégré la notion de financement, ça marche. La seule chose, c'est qu'effectivement, il faut faire preuve d'un peu de patience et puis beaucoup de détermination. Merci beaucoup. On a terminé notre table ronde. À une très prochaine fois, puis n'hésitez pas à continuer à discuter avec nos intervenants. Merci beaucoup. Merci messieurs.